Messieurs, dames, bonjour. Je vais, pour respecter le timing, commencer ma présentation. Donc l'objectif, c'est de vous présenter les solutions de Canon en intelligence artificielle, mais surtout, pas faire des prospectives sur l'avenir, on en fera un peu, mais surtout ce qui est aujourd'hui disponible en routine clinique sur un certain nombre de sites français. Donc, je ne reviens pas rapidement sur les différences et sur l'historique de l'intelligence artificielle qui n'est pas nouvelle, puisque les principes ont été décrits déjà depuis les années 50, avec une limitation, bien sûr, à l'époque qui était la puissance du hardware. Et effectivement, est arrivé ensuite le machine learning pour terminer sur, je dirais, le mode le plus élaboré, qui est le deep learning et les réseaux de neurones. Donc pour faire effectivement de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs conditions. Il faut déjà du hardware très puissant. Et nous avons, Canon, un partenariat mondial avec donc Nvidia, qui est le leader, le fabricant leader effectivement au niveau hardware et des cartes graphiques. Ça vient en particulier des gamers, des joueurs qui demandent des grosses ressources. Il faut aussi bien sûr de l'algorithme, donc notamment le deep learning reconstruction. Donc on est bien sur des multicouches de réseaux de neurones profonds en termes de travail et d'apprentissage. Et enfin, il faut des datas. Il en faut beaucoup, mais aussi de bonne qualité. Donc pour le scanner en particulier, puisque c'est sur cette modalité que c'est déjà disponible, ça représente à peu près 100 000 examens donc, qui ont permis d'éduquer le système. Alors on a plusieurs centres de recherche sur l'intelligence artificielle. Notre centre de référence, c'est Édimbourg, en Europe, qui est le plus gros centre, effectivement, pour Canon de développement d'intelligence artificielle. Mais on a aussi, au travers de notre société Olea, de la recherche à Marseille, à la Ciotat, pour être plus précis. Et puis on a aussi un site clinique, notamment l'université de Bordeaux, qui a un prototype d'IRM, justement, sur ce deep learning reconstruction. Et je vous montrerai quelques images qui viennent de ce site. Et bien sûr, un autre site américain qui est le Johns Hopkins Hospital et des hôpitaux, effectivement, japonais et asiatiques. Alors, l'objectif de Canon, c'est de répondre aux nombreux défis de la santé, en particulier le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques. En parallèle, une démographie médicale qui est assez compliquée, effectivement, à appréhender. Et puis aussi, on voit que le nombre d'images a explosé depuis une vingtaine d'années. Donc c'est aussi une contrainte importante. Et puis, en parallèle, une pression économique aussi que vous connaissez bien sur la réduction des coûts. Alors nos solutions pour répondre à ces défis de la santé, la première, c'est le travail qui est fait sur la reconstruction, d'avoir des systèmes de reconstruction beaucoup plus rapides et plus sécurisés aussi pour les patients. C'est le deuxième pan qui est encore en work in progress, c'est la détection automatique des pathologies et les segmentations automatiques, notamment par exemple la labellisation des artères coronaires d'une manière entièrement automatisée. Et enfin, de pouvoir avoir des systèmes de recueil de l'ensemble des données d'un plateau technique pour avoir des indicateurs de performance et éventuellement améliorer leur efficience. Alors, le premier point, c'est le deep learning reconstruction. Ça, aujourd'hui, c'est en routine sur 5 sites en France pour la partie scanner. Ça arrivera pour l'IRM dans quelques semaines. Donc, vous savez qu'en imagerie, il y a le compromis entre le rapport signal-sur-bruit et la résolution. Plus vous augmentez votre résolution, plus vous ramenez du bruit dans l'image. Ça, c'est valable pour quasiment toutes les modalités. L'idéal, ce serait d'avoir un rapport signal-sur-bruit constant, c'est-à-dire même sur la résolution, de ne pas être gêné par le bruit. Et en fait, le deep learning reconstruction, l'objectif, c'est de casser un peu ce compromis et de se trouver effectivement quelque part par là, d'avoir effectivement une courbe moins dépendante effectivement du rapport signal-sur-bruit quand on veut améliorer la résolution spatiale des images. Donc notre solution s'appelle AICE, donc qui est totalement intégrée à nos scanners. Alors quel est le principe? Vous voyez qu'en entrée, en fait, on prend une acquisition qui va être reconstruite avec ce qu'on appelle la rétroprojection filtrée, c'est ce qu'on utilise en scanner depuis que le scanner existe. Donc il y a un avantage, c'est que ça va vite à reconstruire, mais qu'il y a un inconvénient, c'est que ça génère beaucoup de bruit dans l'image. Donc ça, c'est ce qu'on entre dans la machine. Le même examen, en fait, en usine, on va le reconstruire
avec des méthodes MBIR, des méthodes donc de reconstruction itérative, du full itératif, qui a un avantage, c'est qu'il y a quasiment plus de bruit dans l'image, mais qui a un inconvénient, c'est que c'est très long à reconstruire. Et en particulier, on a utilisé un MBIR un peu particulier en usine, où il faut 7 heures pour reconstruire un examen. Vous voyez, il y a à peu près 700 000 temps de reconstruction sur notre base de données intégrée au scanner. Donc on lui donne le point d'entrée et on lui montre l'objectif, et lui ensuite, il va développer son réseau de neurones pour pouvoir d'emblée vous donner le bon résultat. Et quand vous regardez effectivement dans l'histoire, hein, vous voyez que FBP, c'est la rétroprojection filtrée, donc très vite, mais qualité de moyenne des images. Ensuite est arrivé depuis une dizaine d'années les reconstructions itératives, surtout hybrides. Hybrides parce que on travaille pas trop dans les sinogrammes pour pas que ce soit trop long. Et effectivement, aujourd'hui, tous les constructeurs ont des techniques itératives hybrides, quasiment temps réel. L'idéal aurait été effectivement d'utiliser les MBIR. Vous voyez que le MBIR, la qualité est vraiment au rendez-vous. Par contre, c'est très très lent. Et l'objectif du DLR, c'est d'avoir les mêmes temps de reconstruction que les techniques hybrides, mais avec effectivement du MBIR et particulier, parce que c'est 7 heures pour reconstruire un examen. Voilà. Alors, un exemple sur un examen cardiaque avec une coupe qui passe par la valve aortique. Vous voyez que à gauche, vous avez la reconstruction rétroprojetée et à droite, le résultat effectivement en DLR. Et vous voyez qu'on a une dose de 23 mg/cm, c'est-à-dire une dose extrêmement faible. Ça, c'est le premier site installé en France, c'est le CHU de Dijon. On l'a installé effectivement en septembre, sans l'intelligence artificielle, est arrivé juste après. Donc ça, c'est un patient qui est suivi pour une embolie. Et vous voyez que le premier examen au mois de septembre 2018, une DLP de 300. Ensuite, on a reconstruit donc avec, enfin c'était une ancienne machine qu'on a remplacée au mois de septembre, donc une DLP de 300. On vient d'installer notre Genesis. On tombe avec l'IDR 3D, et vous voyez à 121, avec une qualité d'image jugée identique. Donc on a déjà réussi à réduire de manière importante les doses. Et puis au mois de décembre, on fait l'upgrade de la machine, on installe l'IA, et là on tombe pour une qualité d'image identique à 70 de DLP. Vous voyez que le gain en termes de réduction de dose, il est majeur, puisque c'est moins 43% par rapport aux techniques itératives hybrides que tous les constructeurs utilisent, et presque moins 80% par rapport aux méthodes rétroprojetées. Et l'avantage, c'est que la reconstruction se fait en temps réel, instantanément. Il n'y a pas de préjudice sur le workflow. Alors ça, c'est un exemple qui est tout récent, de quelques semaines. Donc c'est une patiente qui est enceinte à 16 semaines d'aménorrhée et qui a eu un traumatisme et suspicion de fracture de côte. Et en fait, l'idée est venue de faire effectivement le scanner thoracique et regarder la dose. On est à moins 8, à peu près à 8 de DLP, une dose efficace de 0,1. C'est-à-dire que là, on a une dose identique à une radio pulmonaire standard. Et regardez, l'image est tout à fait interprétable et le bruit est absent malgré l'ultra-low-dose. Ce qui veut dire que l'ultra-low-dose avec ces systèmes-là, ça sera généralisé pour tous les patients et sans préjudice au niveau de la qualité d'image, sans perdre de confiance diagnostique. L'intérêt de l'AICE aussi, c'est, vous voyez, donc j'attire votre attention, c'est des coupes de 0,5 mm, parce que le bruit, bien sûr, dépend de l'épaisseur de coupe. Donc vous voyez ce double stent sur une coronaire, à gauche avec les méthodes hybrides. Donc on a un peu d'effet de blooming lié à l'hyperdensité des stents. Et à droite, la même acquisition reconstruite avec l'AICE. Et vous voyez que la qualité d'image est très supérieure. Et en plus, on supprime les artefacts d'effet de blooming dès qu'on a des corps hyperdenses dans le champ d'acquisition. Un autre exemple sur une coronaire, et vous voyez que là, c'est la calcification qui est généralement un peu gênante dans l'analyse de la plaque sous-jacente, puisqu'on a une composante, vous voyez, un peu molle, juste derrière la calcification. Auparavant, on aurait été noyé dans l'effet de blooming, on n'aurait pas vu cette composante molle, alors que là, on arrive à bien décomposer les plaques athéromateuses. Alors, l'AICE est disponible sur notre Aquino One, qui est un scanner à large détecteur. Mais je vais vous démontrer aussi que cette technique de reconstruction intelligente nous a permis de développer une nouvelle technologie scanographique, puisque vous savez qu'il y a une chose qui n'a pas évolué depuis 20 ans en scanner, c'est la résolution spatiale. On va plus vite, on a multiplié le nombre de coupes, mais la résolution spatiale reste la même, puisqu'elle est liée essentiellement à la taille du détecteur. Aujourd'hui,
Sur les scanners, c'est des détecteurs entre 0,5 mm et 0,6 mm. Voilà. Pourquoi on ne peut pas descendre en dessous? Il y avait une limite à tout ça, c'est que comme on diminue la surface de détection, forcément, on va augmenter les doses. Et les premières machines qu'on avait sorties, notamment pas commercialisées, puisque la dose était trop élevée, mais en termes de prototype et d'évaluation, on est sur un détecteur de 0,25 mm. Donc on a divisé par 2 la taille du détecteur. Et vous allez voir qu'avec le DLR, on a des doses identiques à ce que l'on fait aujourd'hui. Il n'y a pas de majoration de la dose, malgré cette résolution spatiale améliorée. Et passer de 0,5 à 0,25, c'est votre voxel, la taille de votre voxel divisée par 8. Hein, donc c'est vraiment, on va s'approcher des résolutions spatiales, effectivement des capteurs plans en scanner. Donc un exemple sur l'oreille interne, c'est là où souvent la résolution spatiale pêche un peu en scanner. Donc ça c'est une acquisition classique, matrice 512 carré que tout le monde connaît. Alors bien sûr, on a adapté la matrice d'acquisition à la résolution spatiale puisqu'on peut aller jusqu'à 2048 en matrice d'acquisition. Donc un exemple en 512 carré, le même exemple en 0,25 mm en 1024 et on voit la progression très nette de la résolution spatiale. Et enfin, quand on affiche, on reconstruit cette image en 2048, ben là, on gagne effectivement d'une manière importante cette résolution spatiale. Un autre exemple sur un verre dépoli pulmonaire, hein, sur le scanner normal, bon, on le voit bien, hein, mais vous allez voir que quand on va augmenter la résolution, donc là en 0,25, en matrice 1024, déjà les contours du verre dépoli sont déjà beaucoup plus nets. Et en fait, quand on va passer en 2048, ben là on a vraiment un contour qui est beaucoup mieux défini du verre dépoli. Donc ce scanner s'appelle effectivement le Précision. On a 2 en Europe pour le moment. Il y en a un en Hollande. Et puis on vient de l'installer au CHU de Nancy chez le professeur Alain Blum pour la partie effectivement ostéo-articulaire. Donc vous voyez que l'intérêt c'est aussi de, si on remonte la chaîne, de pouvoir développer des techniques d'acquisition qui n'auraient jamais pu naître si on n'avait pas eu le deep learning en reconstruction. Un autre exemple sur cette tumeur de la tête du pancréas, et notamment quand on veut étudier son envahissement et les adhérences, ben vous voyez là, tout de suite la différence entre du 0,5 et du 0,25. On est vraiment sur de l'imagerie ultra haute résolution. Et vous voyez, en particulier, je ne reviens pas, vous voyez ce petit thrombus sous le stent à droite, hein, il y a effectivement qu'un scanner ultra haute résolution qui aurait pu le détecter. Vous voyez que l'image de gauche, c'est pas de l'angiographie, c'est du scanner. Et vous voyez que là, on va très très loin en distalité, c'est pour vous montrer vraiment ce bond en avant de cette résolution spatiale. Et puis, bah, bien sûr, maintenant qu'on a ce scanner à Nancy, eh bien, les images commencent à arriver. Et vous voyez que la définition de la trame osseuse est quand même tout à fait exceptionnelle, ainsi que des modes VRT sur cet anévrisme du tronc cœliaque. Alors, le système est en work in progress, mais sera disponible dans quelques semaines sur l'IRM. Donc là, vous avez effectivement la reconstruction classique à gauche, la reconstruction DLR à droite, avec une réduction très importante du bruit. Et quand on soustrait, parce que la soustraction va permettre de savoir vraiment ce qu'on a enlevé. Là, vous voyez que le reste de la soustraction, il n'y a que du bruit. On n'enlève que le bruit. On n'enlève absolument rien de la partie anatomique. Donc la soustraction démontre que vraiment, c'est pas du post-traitement, c'est pas de la filtration, c'est vraiment de la reconstruction et on n'enlève que ce qui nous gêne, le bruit en particulier. Alors, un autre exemple est comparatif sur du 1.5 et du 3T. Hein. Vous voyez que le temps de séquence est le même et le rapport signal sur bruit est tout à fait identique entre la 3T et la 1.5 dans cet exemple-là. Donc là, sur l'IRM, c'est pas un gain en termes de diminution de la dose, ça va être un gain sur les temps de séquence, surtout. Notamment, ça donne aussi accès à la ultra haute résolution. Aujourd'hui, pour faire ce type d'examen, c'est pas 2 minutes qu'il nous faut, mais c'est pas moins de 15 minutes sur les IRM que vous connaissez. Bah là, vous voyez, pour avoir une résolution de 0,25 par 0,25, la séquence c'est du 2 minutes 27 hein, pour avoir de la ultra haute résolution. C'est-à-dire que là, l'avantage c'est que la ultra haute résolution va pouvoir se développer pour tous les examens, alors qu'aujourd'hui, dans un workflow d'une IRM classique, c'est impossible compte tenu des temps beaucoup trop longs. Et puis, enfin, en termes d'amélioration de la qualité d'image, voilà, sur les ménisques, sur un genou, avec et sans le DLR, et vous voyez que le débruitage est extrêmement efficace. Et pour terminer sur l'IRM, vous voyez, ça, temps d'acquisition d'1 minute 45. Bien sûr, quand on augmente le temps d'acquisition, bah, le bruit diminue. Et ben là, vous voyez qu'en DLR, la séquence de 1 minute 45 est tout à fait identique à celle de 16 minutes 50 en termes de rapport signal sur bruit. Donc voilà, ça sur le deep learning reconstruction, c'est pas de la prospective. On a 5 scanners aujourd'hui qui fonctionnent de cette manière-là, en routine sur les sites cliniques. Et pour l'IRM, ce sera dès le mois de janvier.
Le deuxième pan, c'est la détection effectivement automatique des pathologies et des segmentations. Donc ça, c'est pour le moment en work in progress, parce qu'il y a toutes les validations cliniques effectivement à réaliser. Donc la segmentation automatique, qu'elle soit effectivement au niveau articulaire comme cardiaque, avec la labellisation automatique de toutes les coronaires, et pas uniquement des trois principales, hein, mais aussi des petites éventuellement marginales. Voilà, donc tout ça est fait automatiquement avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est ce qui est en work in progress, c'est notre console de post-traitement. Vous voyez, là, il y a du flagging. Hein, donc, ce qui est vert, c'est un dossier qui n'a pas été ouvert, hein, qui n'a pas encore été ouvert pour le moment. Et puis, quand vous voyez ce flag jaune, c'est-à-dire que là, il a détecté automatiquement une pathologie. Donc, c'est un dossier à ouvrir en priorité parce qu'il a détecté qu'il y avait quelque chose. Alors, c'est en particulier, ça fonctionne pour... ici pour l'hématome intracérébral en particulier, voilà, c'était la pathologie qu'il avait déterminée de manière automatique. Donc ça fonctionne effectivement pour les hématomes, ça fonctionne aussi pour les AVC, hein, et puis là aussi il va vous donner le score aspect d'une manière totalement automatisée, hein, on n'a absolument rien à faire, pas de ROI à poser, tout ça est fait d'une manière automatique. Et c'est aussi effectivement en cours de validation pour les dissections aortiques, détection des dissections, des anévrismes et des dissections. Et puis pour terminer sur le score calcique, hein, il y a un calcul automatique maintenant du score calcique. Enfin pour terminer, et là on est plus sur les organisations, hein, de pouvoir effectivement avoir des tris, des data en termes d'analyse, d'activité ou autre. Donc en fait, on a un système qui va récupérer toutes les informations du RIS, mais aussi toutes les informations de toutes les modalités d'un service ou d'un GHT, quelle que soit la marque. Hein, ça fonctionne, si c'est pas du Canon, on va récupérer aussi les informations de combien a duré le temps d'acquisition, les temps de reconstruction, quelle était la dose pour le patient. Enfin, toutes les datas que l'on a, on va être aujourd'hui centralisées effectivement sur notre système Vitrea. L'objectif étant d'avoir effectivement des données, hein, des données cliniques, financières et opérationnelles. Donc on va au-delà effectivement de la clinique. Donc c'est visualisé effectivement en temps réel sur des tablettes. Et l'idée étant de trouver, avec ces indicateurs de performance, hein, de trouver effectivement des voies effectivement d'amélioration et de réduction des coûts. Mais c'est aussi de pouvoir standardiser les flux de travail en disant tiens, sur tel site ils vont plus rapide, comment ça se fait, on analyse les choses et on va ensuite effectivement optimiser les flux de travail sur l'ensemble du plateau technique. Alors ces deux dernières solutions, hein, sont en work in progress et seront présentées à Chicago le mois prochain. Donc pour conclure effectivement le deep learning reconstruction a un intérêt, c'est bien sûr de réduire la dose, d'améliorer les temps de séquence de l'IRM, mais c'est aussi, si on remonte la chaîne de production des images, de pouvoir développer des nouvelles techniques d'acquisition, comme avec le précision, comme j'ai pu vous le montrer. Ça va permettre effectivement de faire la haute résolution, la ultra haute résolution en scanner comme en IRM pour tous les patients sans avoir de répercussions sur le workflow. Et puis, bien sûr, d'avoir des systèmes intelligents de tri d'images clés. Je parlais du précision tout à l'heure, 0,25 mm, c'est-à-dire que globalement, plus on coupe fin, plus on augmente la volumétrie. Donc vous imaginez 3000 examens en coupe de 0,25. Le médecin ne va pas analyser les 3000 coupes, mais il va avoir son attention attirée sur quelques images clés ou qu'il pourra ensuite regarder plus en détail. Et bien sûr, c'est d'améliorer l'efficacité des plateaux techniques d'une manière générale quand on prend la solution dans sa globalité. Voilà, je vous remercie.